Bienvenue à tous pour la masterclass que Aurélie et moi nous allons vous présenter aujourd'hui, donc sur l'éco-psychologie et l'écothérapie. Donc merci beaucoup d'être là avec nous ce matin. Avant de commencer, j'aimerais vous offrir une pratique qu'on fait en Australie qui est très importante pour les Australiens et pour les peuples premiers d'Australiens. Et même si on est en ligne et même si la plupart d'entre vous sont en France, voilà, je pense que c'est très important de faire ça. Donc ça s'appelle la reconnaissance du pays. Donc nous souhaitons prendre un moment pour honorer les magnifiques pays depuis lesquels nous rejoignons cet espace aujourd'hui et aussi la sphère en ligne. Donc en ancrant nos pieds fermement sur cette terre qui nous unit, nous vous invitons à rendre le plus grand respect aux gardiens traditionnels, passés, présents et émergents de ces terres. Nous exprimons notre profonde gratitude pour les soins qu'ils ont et apportent au pays sur lequel nous vivons, jouons et apprenons aujourd'hui. Nous reconnaissons également et rendons hommage aux propriétaires traditionnels de toutes les terres depuis lesquelles nous nous connectons, en célébrant la richesse et la diversité des cultures qui nous rassemblent aujourd'hui sur cette plateforme numérique. Je fais référence voilà, au peuple premier, donc les personnes aborigènes d'Australie, me concernant. Et ici, on dit always was, always will be. Voilà, donc on aime exprimer notre gratitude et respect pour les personnes aborigènes et tout ce qu'ils ont vécu et tout ce qu'ils vivent encore aujourd'hui en Australie. Voilà. Parce qu'on est en groupe et qu'on est en ligne et qu'on va parler voilà, de sujets peut-être un peu sensibles, on aimerait établir quelques petites règles de groupe. Donc en premier et avant tout la sécurité. Donc nous favorisons un espace sûr, tant physiquement, mentalement qu'émotionnellement. La sécurité est essentielle, que l'on soit en ligne ou en présentiel. La nature est sacrée, donc nous ressentons et considérons le monde naturel, donc le monde végétal, animal, les astres, les planètes, les ciels et terres, comme sacrés. Nous respectons et honorons leur beauté et leur puissance à travers les générations passées, présentes et futures. Nous valorisons la puissance du partage de nos histoires et de nos expériences et nous estimons que c'est l'un des meilleurs moyens de grandir ensemble, en se racontant des histoires et en partageant nos expériences passées. Confidentialité et respect. Donc nous veillons à maintenir un espace sûr pour tous. Donc la confidentialité et le respect de la vie privée de chacun sont essentiels. La vidéo va finir sur YouTube, mais ce qui se passe ici reste ici. Et si il y a des moments de partage ou des questions que vous ne voulez pas sur Internet, dites-le nous et on coupera tout au montage. Voilà. Aurélie, est-ce que tu veux te présenter? Oui, bonjour à tous et toutes. Donc moi c'est Aurélie, je suis psychologue, j'ai fait 5 ans d'études de psy et je me suis spécialisée en psychologie d'éducation. Ensuite j'ai travaillé pendant 3 ans dans les écoles primaires en tant que psy et ensuite suite à ça je me suis formée à l'éco-psychologie avec l'AFECOP, donc c'est l'association francophone d'éco-psychologie. Et après, je me suis aussi pas mal formée au cours de mes voyages. Et là, récemment, je suis en train de voyage. Je suis encore en transition professionnelle. Voilà. Merci. Moi, je suis Sarah. J'ai un master en project, enfin, comment on dit, en humanitaire, en management de projets humanitaires et en travail social. Donc, ça fait 10 ans, ouais, depuis 2015 que je suis dans le secteur de l'accompagnement de la personne. Voilà, j'ai travaillé dans quelques pays dans le monde et j'ai atterri en Australie il y a 6 ans et demi. Et je me suis dit, mais voilà, c'est vraiment beau ici, la nature est incroyable
il y a des espèces végétales et animales qu'on ne retrouve qu'en Australie. Donc, je vais rester et explorer un peu plus ça. Et du coup, ben, j'en suis jamais partie. Voilà, donc je suis encore là. Euh, et j'ai repris mes études il y a 3 ans pour devenir thérapeute et je me suis spécialisée en nature, du coup, et en traumatisme aussi. Donc, je suis écothérapeute et thérapeute holistique. Voili, voilou. Et bien évidemment, la troisième personne, enfin personne, la troisième, comment on dit, entité qui est avec nous, c'est notre maman ou grand-mère ou arrière-grand-mère, la Terre, bien évidemment. On ne peut pas être écothérapeute sans parler de la Terre. Voilà, donc qui est avec nous en permanence aujourd'hui et tout le temps, depuis toujours. Donc, ah oui, notre programme, Aurélie. Ouais, alors je vais commencer par le programme. Donc en fait, on va faire juste avant la théorie, Sarah va vous proposer un exercice d'ancrage pour pouvoir revenir au corps et puis être bien présent. Ensuite, donc je parlerai un petit peu de théorie, qu'est-ce que c'est l'éco-psychologie. Ensuite, on fera un exercice pratique et on finira par les questions. Donc, ouais, les questions-réponses, enfin, vous les notez au cours de la conférence et puis on vous répondra à la fin. Ouais. Donc voilà, on va faire une Et- toute petite méditation pour un peu établir l'espace. Donc, comme je vous le disais, si vous voulez enlever vos chaussures et chaussettes et vraiment mettre vos pieds sur le sol, que ce soit le carrelage ou la moquette ou un tapis ou peu importe. Donc, c'est une toute petite méditation qui s'appelle Trois choses. Vous pouvez laisser les yeux ouverts si vous le souhaitez et peut-être regarder les images de nature qu'il y a à l'écran ou vous pouvez vous focus sur autre chose, sur une plante, sur votre chat ou voilà, peu importe, du moment où vous vous sentez confortable. Et si vous vous sentez en sécurité, vous pouvez aussi fermer les yeux. On n'aura pas besoin de bouger pour cette méditation, on sera juste assis sur notre chaise. Donc, portez votre attention sur votre respiration et sur votre ventre pendant quelques instants. Laissez vos yeux fermés si vous vous sentez en sécurité. Donc, nous allons prendre ensemble 3 grandes inspirations et expirations. Inspirez, relâchez. On inspire encore, on gonfle le ventre et on relâche tout. Et on prend une troisième et dernière grande inspiration. On gonfle le ventre et on expire. Donc maintenant, remarquez 3 sons que vous pouvez entendre autour de vous ou à l'intérieur de vous. Vous pouvez nommer ces 3 sons dans votre tête ou à voix haute si vous le souhaitez. Continuez par remarquer 3 sensations ou 3 émotions que vous ressentez dans votre corps, tout en gardant les yeux fermés. Vous pouvez essayer de toucher et d'atteindre 3 objets que vous pouvez toucher autour de vous.
trois objets. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez commencer par bouger un petit peu les orteils. Et remarquez la sensation sous vos pieds. Vous pouvez bouger les doigts des mains. Commencez à bouger un petit peu votre corps, votre cou. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez réouvrir tout doucement les yeux. Et quelles sont les trois couleurs que vous pouvez voir autour de vous? Voilà, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et nous allons attaquer un petit peu de théorie avec Aurélie. Salut Clélia. Yes. Hello, désolée pour mon retard. On a fait une Pas de petite souci. méditation. On vient seulement de démarrer. Merci beaucoup, Sarah, pour l'ancrage. Très important pour être bien présent. Voilà, moi, je vais commencer par vous parler de ce que c'est l'éco-psychologie. Euh, C'était important pour moi de faire vraiment cette partie parce que beaucoup de gens, en fait, quand on les entend le mot éco-psychologie, ils savent pas du tout ce que c'est. Ils se demandent, mais c'est quoi c'est hyper abstrait. Et donc, j'ai eu cette idée-là de pouvoir faire ça avec Sarah parce que pour pouvoir rendre accessible qu'est-ce que c'est l'éco-psychologie et pouvoir faire en sorte que ce soit plus concret dans la tête des personnes qui se demandent ben, c'est quoi ce mot un peu spécial au premier abord. Donc, je vais vous demander par écrit dans le chat de, euh, de dire en quelques mots, pas trop réfléchir, quand vous entendez le mot éco-psychologie, qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, pas besoin d'aller trop loin, mais voilà. Quand vous entendez ça, c'est quoi les premiers mots qui vous viennent? Alors, je vous laisse écrire. Euh, alors, nature et santé mentale, Artie-Louise. Lien entre la nature et l'humain, Océane. Rapport entre nature et psychologie. Soigner l'esprit pour guérir la terre. Yes. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des idées? Hmm. Profiter des bienfaits de Mère Nature pour nous aider à nous connecter à nous-mêmes et aux vivants. Ouais, trop bien. Il y a d'autres personnes qui ont des idées quand on entend le mot éco-psychologie. Gaïa, oui. Gaïa, Gaïa qui veut dire la terre. exactement. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Donc il y a une notion de guérison, de soin Exactement. dans vos réponses. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des idées? Mhm. Psychologie en lien avec la terre, la Hmm. nature, soit connecté avec soi avec l'aide de la nature. Yes, trop bien. Eh ben, j'ai une super bonne nouvelle à vous annoncer. Vous avez tous raison. Voilà. Sarah, si tu veux mettre les petits Oui, tirets. tu vois, j'ai pas Ouais. suivi. Voilà. Vous avez tous raison parce qu'en fait, le terme d'écopsie, déjà, c'est un terme qui est hyper récent. Il a été introduit par Théodore Roszak en 1992. Ouais, c'est hyper méga récent. Et,
et au carrefour de plusieurs disciplines, donc philosophie, psychologie, écologie, sociologie. Donc en fait, il n'existe pas une seule définition limitante de ce que c'est l'éco-psychologie, mais il y a plusieurs, on parle de plusieurs éco-psychologies avec des portes d'entrée différentes. Le fond, bien sûr, reste le même, mais juste la coloration peut changer en fonction de chacun, parce qu'on peut voilà, s'approprier sa définition de ce que c'est l'éco-psy. Et là, vous avez chacun donné une définition qui est tout à fait juste. Voilà. C'est une façon de vous dire qu'en fait, oui, il y en a pas, il y a pas qu'une seule psychologie. Mais je vais quand même vous donner une définition que je trouve assez complète, qui est celle du coup de Michel Maxime Heger. Donc Michel Maxime Heger, il est connu dans le monde dans le monde francophone dans l'éco-psychologie. Et il explique que l'éco-psychologie explore les interrelations profondes entre la nature et la psyché humaine dans leurs dimensions conscientes et inconscientes. Elle trace différentes pistes théoriques et pratiques dans un double dessin. D'une part, prendre en compte les composantes psychologiques et émotionnelles des problèmes environnementaux et de nos relations avec la nature. D'autre part, replacer les souffrances et les pathologies humaines dans leur contexte écosystémique, intégrer le monde naturel et les apports de l'écologie dans les approches de la psyché humaine et les démarches thérapeutiques. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que effectivement, l'écopsychologie étudie vraiment ce lien entre santé humaine et santé planétaire, et que les deux, en fait, sont complètement interdépendantes. Et surtout, il y a un double postulat en écopsychologie qui est que les maux de la Terre, les maux MAUX, en fait, sont les conséquences des maux MAUX humains et de même qu'on ne peut soigner, en fait, les maux de la Terre si on ne guérit pas, en fait, les maux humains. Voilà. Donc, en fait, il y a vraiment cette notion de One Health, de une santé, en fait, entre santé humaine, animale et santé planétaire. Quand on prend le mot éco-psychologie, donc il y a le mot éco dedans. Éco veut dire en fait maison. Et la maison, en fait, très souvent on associe la maison comme quelque chose d'extérieur à nous, le vivant, on étudie le vivant en fait, extérieur à nous, le système, le monde naturel. Et en fait, on oublie qu'en fait, éco, c'est aussi la maison intérieure, le vivant à l'intérieur de nous. Donc, en éco-psychologie, il y a vraiment cette place-là à prendre en compte le vivant à l'intérieur de nous, mais aussi le vivant à l'extérieur et comprendre qu'en fait, les deux forment un tout. Donc ça, c'est vraiment, il y a vraiment ce- cette approche qui est holistique, globale, complexe, euh, voilà, qui est hyper importante dans l'éco-psychologie. Et du coup, si tu veux passer l'autre slide. Donc voilà, donc là j'ai fait un schéma pour que vous puissiez un peu comprendre ce que c'est l'écopsie. Donc dans l'écopsie, en fait, surtout dans nos sociétés occidentales, on part du constat qu'il y a une déconnexion entre les êtres humains et le reste du vivant. Et que cette déconnexion-là, en fait, elle vient pas elle n'est pas arrivée comme ça, elle vient en fait de paradigmes destructeurs du vivant qui sont présents en nous, avec les autres, et du coup qui se généralisent avec les autres êtres vivants. Et ces paradigmes, en fait, entraînent du coup enfin, ça a amené à la conséquence à ce qu'on vit à l'heure actuelle de la crise écologique et des problèmes enfin, de santé de façon générale. Et donc l'écopsychologie, elle a pour but du coup de comprendre d'une part tout ça, donc les causes en fait, d'autre part, du coup, en comprenant ces causes, en étant consciente de ça, donc par le biais notamment des écopratiques, des écothérapies, en fait, l'objectif, c'est d'arriver à un changement en fait de paradigme, d'aller en fait vers des paradigmes qui sont respectifs, régénératifs du vivant. Voilà, c'est vraiment l'écopsie, c'est un ensemble de tout ça en fait. Il faut vraiment le comprendre dans cet ensemble-là. Ça va pour le moment, c'est pas du chinois ce que je raconte? Si- Non, ça va bien. Ok. Parce que j'essaie vraiment de faire en sorte que ça soit le plus concret euh, dans l'esprit de chacun.
Donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails à fond de tout ça, parce que sinon ça prendrait des heures. Je vais juste voilà, vous évoquer un peu chaque point, à commencer justement par ces paradigmes destructeurs du vivant. Qu'est-ce que ça veut dire, où je veux en venir par rapport à ces paradigmes-là. Next slide. Next time. Okay. Alors, du coup, alors, déjà, qu'est-ce que c'est un paradigme pour que vous puissiez un peu vous situer? C'est tout ce qui est en lien, du coup, c'est plus que simplement des croyances, en fait. Ce sont vraiment des mouvements qui sont inscrits depuis des décennies, depuis, en fait, même, j'ai envie de dire, l'évolution de notre société, des hommes, en fait. Et ça fait que ils sont là depuis vraiment des générations et des générations. Euh, Ces paradigmes-là, donc en fait, là, je me suis inspirée du coup de ce que ma formatrice avait fait, un super arbre des paradigmes destructeurs du vivant. Il y en a plusieurs, il y en a notamment cinq, mais c'est pas du tout, je veux dire, on peut en compter bien plus, hein, si on réfléchit bien. Je vais un peu vous les expliquer sans trop rentrer dans les détails et vous donner un exemple concret pour que ça puisse vous parler. Donc ces paradigmes-là, ils prennent leurs racines en fait. Donc il y a plusieurs racines comme vous pouvez le voir. Et, euh, et donc du coup, si par exemple on prend le paradigme de la réification. Qu'est-ce que ça veut dire le paradigme de la réification? C'est le fait de rendre un être à un état d'objet utilitaire, le fait de voilà de lui enlever toute vie en fait, de le ouais, de le rendre à un état vraiment d'objet quoi. Ensuite, on a le paradigme du temps linéaire et productiviste. Alors, ce que ça veut dire, c'est que on est dans nos sociétés, dès le plus jeune âge, en fait, on nous apprend à être dans un temps où on est dans la recherche de résultats constant. C'est-à-dire que même à l'école, on va apprendre à faire chapitre 1, chapitre 2, 3. Donc en fait, on est vraiment dans ce temps linéaire où on recherche absolument du coup à aller vers la conclusion sans prendre en compte en fait ben, les cycles de la vie, les cycles naturels en fait et à vouloir absolument tout de suite aller droit au but. Ensuite, on a le paradigme de ressources illimitées et inépuisables, donc qui est très souvent repris sur les ressources, en fait, nos propres ressources, en fait, ça fait référence à nos ressources à nous qu'on ne respecte souvent pas, nos besoins, nos ressources, nos limites, en fait. Et en fait, c'est aussi général, hein, parce que ces paradigmes-là, enfin, c'est ce qu'il y a en nous, mais c'est du coup aussi comment ces comportements se traduisent aussi à l'extérieur de nous, quoi, avec nos rapports avec les autres et la planète. Donc, il y a ce paradigme-là, et il y a le paradigme très, très présent aussi dans nos sociétés occidentales. Surtout, je vais parler de nos sociétés à nous, parce que c'est là où on a grandi, donc le paradigme réductionniste et mécaniste de Descartes. Donc, c'est le fameux paradigme de je pense, donc je suis, qui place en fait l'esprit vraiment dans une forme de domination par rapport au reste du corps et qui amène aussi à vraiment une séparation, une dissociation, euh, donc qui nous coupe en fait de nos émotions et de ce qu'on est aussi dans notre ensemble. Et enfin, il y a le paradigme du clivage. Donc, le paradigme du clivage, c'est vraiment la séparation sociale-nature. Donc, le fait de cliver, en fait, on le fait naturellement depuis toujours. Enfin, c'est le fait vraiment de séparer, mais pas que pour société. Enfin, on le fait pour tout, en fait, dans la vie gauche, droite, féminin, masculin. C'est quelque chose, c'est un biais qui est présent en nous depuis toujours. Euh, voilà, donc là c'est pour vous expliquer un petit peu les paradigmes. Je vais vous donner un exemple concret pour que ça puisse vous parler un peu plus. Euh, Par exemple, si je prends le paradigme des ressources, en fait, si on plonge par exemple à la racine, ce paradigme des ressources illimitées, ça peut être par exemple, c'est vrai que je n'ai pas expliqué les racines, mais les racines par exemple, systémiques, c'est en lien par exemple avec la famille, la société, tout ça.
Donc, une personne, par exemple, qui a vécu dans une famille où la notion de travail, c'était vraiment de travailler très dur, de ne pas s'écouter, ne pas respecter ses besoins, ne pas prendre en compte ses cycles, tout ça. Donc, en fait, ça va avoir des conséquences sur, ça en lien du coup avec le paradigme des ressources illimitées et inépuisables. Et du coup, ça a vraiment, je veux dire, comment expliquer ça? C'est les deux, en fait, sont complètement interreliés. C'est-à-dire que ce qu'on va vivre dans nos familles, dans nos sociétés, en fait, ça va nourrir, en fait, ces paradigmes-là qui vont ensuite, euh, ah, mince, j'arrive pas, je trouve plus les mots, qui vont se généraliser de façon, globale, quoi. À se Ouais. reproduire. Voilà, se reproduire. Euh, Ensuite, je pourrais revenir sur des exemples un peu plus concrets plus tard parce que là, c'est vrai que c'est assez long à détailler et, euh, et à comprendre. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de prendre en compte du coup ces paradigmes-là, ces causes, et surtout ne pas chercher à rentrer en lutte avec parce qu'ils sont là depuis toujours, mais plutôt essayer d'être dans un travail d'acceptation. Et ensuite, par ce travail-là, d'essayer d'en prendre davantage conscience par la pratique, par des pratiques de reconnexion du vivant. L'idée, c'est voilà, de pas rentrer en lutte avec, mais de chercher justement à les transformer pour être en fait dans des paradigmes qui soient plus en lien, plus en harmonie avec le reste du vivant. Voilà, avec nous et avec bien sûr Mère Nature, qui est une parfaite enseignante et guérisseuse. Voilà. On passe à l'autre slide ou... Ouais. Ouais. Je vais vous parler un petit peu des éco-pratiques, du coup, qu'on voit le plus souvent en éco-psychologie. Euh, il en existe plusieurs, mais la liste, elle n'est pas du tout exhaustive. Euh, la pratique la plus connue, que j'en ai peut-être déjà entendu parler, c'est celle du travail qui relie de Johanna Messi. Johanna Messi, qui est une activiste militante qui a créé à la base, en fait, ça s'appelait le travail du désespoir. Et donc, c'est un nom un peu, ça fait pas rêver comme ça au premier abord, mais c'est un atelier, en fait, qui va permettre à des personnes qui vont ressentir, que ce soit de l'éco-anxiété, voilà, se sentir seules face aux situations planétaires, qui vont vraiment ressentir des émotions pas très agréable par rapport à tout ça. L'idée, c'est en fait, c'est à travers cet atelier collectif d'être de permettre à travers 4 étapes de transformer en fait ces émotions-là et enfin, pour permettre à ces personnes d'être dans une énergie d'action et non d'auto-paralysie par rapport enfin, à la situation planétaire, à la situation enfin, voilà, globale qu'on peut retrouver. Donc c'est vraiment, c'est hyper bien fait. Si vous avez l'occasion un jour d'en vivre un atelier qui relie, je vous recommande vraiment, c'est très puissant. Euh, Ensuite, un autre outil, qui a été développé par le collège Schumacher, euh, c'est la marche du temps profond. La marche du temps profond, c'est une marche en fait où on va pendant 3 heures revivre l'évolution de la Terre, en fait, enfin, cette marche, en fait, elle part bon, la Terre, en fait, elle est apparue il y a 4,6 milliards d'années. Et pendant cette marche, en fait, on va revivre, en fait, plusieurs étapes de l'évolution de la Terre jusqu'à notre arrivée, l'espèce humaine, des dernières secondes. Et en fait, ça fait voyager, c'est incroyable cet atelier parce que on marche et en même temps, il y a des exercices sensoriels. C'est vraiment, c'est hyper complet. Donc, je vous invite vraiment à en vivre un jour. C'est super. Et enfin, du coup, il y a les 8 sheets de Yon Young.
Donc John Jung, en fait, il s'est inspiré des pratiques des peuples premiers euh, pour ensuite, enfin, face à il a fait un constat, en fait, par rapport aux pratiques des peuples premiers. Il en a fait comme une synthèse qu'il a regroupée dans les Eight Shields. Eight Shields qui veut dire les 8 boucliers. Et ces 8 boucliers, en fait, font référence aux 8 points cardinaux. Donc, nord, nord-est, voilà, enfin, les points cardinaux. Et chaque point cardinaux fait référence à des énergies, parce qu'en fait, en fonction de l'énergie du sud, du nord, on va pas avoir la même énergie. Et, euh, et on peut faire ça aussi en fonction de les points cardinaux. Enfin, pour le cycle une journée, en 24 heures, donc le soleil qui se lève à l'est, ensuite arrive à midi au sud. Donc ça, c'est pour l'hémisphère nord. Et donc bon, il y a les pratiques qu'il y a dans les head sheets, ça va être par exemple le sit spot. Le sit spot, c'est le fait d'être assis, de contempler, de prendre le temps. Il va y avoir le pistage animalier, l'art du questionnement. Ça, il peut avoir en termes de rituel, de routine, le langage des oiseaux, la gratitude. Enfin, bref, je vais pas tous les énumérer, mais il y a beaucoup de pratiques différentes qui sont, euh, qui sont développées dans les Eight. Je dirais le noyau central entre toutes ces pratiques, c'est vraiment le mindfulness, le fait d'être en conscience, d'être dans la présence de ce qui se passe en nous, à l'extérieur de nous. Voilà, comprendre en fait tout ce lien d'interdépendance. Et donc en fait, parce que pour vraiment avoir conscience, pour qu'il y ait une prise de conscience, c'est hyper important qu'il y ait cette approche tête-corps-cœur parce qu'on est des êtres de sens, on est des êtres, on n'est pas que des... Enfin, la tête, ça fait partie, mais il n'y a pas que ça. Et c'est dans le ressenti, en fait, c'est le fait de ressentir qui est hyper important, qui va nous permettre, en fait, de nous connecter réellement à ce qui se passe en nous. Et donc, en fait, à ce qu'on nous sommes, donc nature. Donc c'est hyper important cette approche-là du tête-corps-cœur, qui est vraiment une approche d'écologie profonde. Voilà. Je crois que on peut passer à la dernière slide et après on ira un peu plus dans la pratique. Donc ouais, donc l'idée en prenant conscience du coup des causes, en les mettant du coup par les pratiques notamment, bah, l'idée c'est vraiment d'arriver du coup, comme je disais, à des paradigmes qui sont plus en lien régénératif du vivant. Et moi j'aime bien utiliser cette phrase-là qui est que mettre l'ego au service de la vie et non la vie au service de l'ego. Donc c'est vraiment ça, ben, l'ego, on peut pas, voilà, l'idée c'est pas de vouloir euh, ben, exténuer ce qu'on est, parce qu'on peut, enfin l'ego c'est aussi notre conscience ce qu'on est, donc, mais essayer d'en prendre conscience et puis surtout de voir que cet ego-là, ben, il n'est pas séparé du reste en fait, et il n'est pas séparé du reste du vivant, et d'essayer d'un peu entre ces différents paradigmes-là, ben, de créer un dialogue en fait. C'est arriver à dialoguer entre ces deux. Par exemple, si on prend le paradigme des ressources illimitées et inépuisables, ben, d'essayer de tendre vers quelque chose qui est plus dans un paradigme de sobriété et voilà, qui va nous rapprocher de ce qu'on est et du vivant, quoi, de façon générale. Voilà. Hmm, c'est à moi? Ouais. Yes. Je suis un peu en mode, parce que du coup, vu que j'ai pas la souris, je sais pas. Ouais, J'étais c'est vrai que absorbée je passe par ta réflexe. voix. Comment Ouais, ça va? Vous suivez voilà. encore, ça va, on ne vous assomme pas trop avec de la théorie, des Ouais, j'espère que j'ai pas été paradigmes. trop. Euh, voilà, c'est des termes qui peuvent être un peu enfin, compliqués, mais voilà, nous on sait que ça fait quelques années qu'on étudie ça, donc voilà, dites-nous-le si ça va trop loin ou voilà, Ouais. Et après, on essaie dans d'être les questions-réponses, accessible. on pourra Oui, donner des exemples plus concrets, enfin, parce que c'est vrai que là, je suis pas allée trop peut-être dans des exemples concrets, donc, ouais, n'hésitez pas si après, dans les questions-réponses, ouais. merci Benjamin.
Et oui, bah, Benjamin, d'ailleurs, on a hâte d'entendre ton témoignage tout à l'heure. Donc, oui, n'hésitez pas à noter vos Ouais, questions sur votre carnet ou sur le chat et on y répondra à la fin. Donc, merci Aurélie pour nous parler un peu plus de nous avoir parlé de la théorie, donc qui est l'éco-psychologie. Et du coup, moi, je vais vous parler de l'écothérapie. Donc, afin de devenir écothérapeute, j'ai dû étudier l'éco-psychologie et j'offre à mes clients, du coup, de l'écothérapie, donc qui est beaucoup plus basée sur la pratique, ben, ok, l'éco-psychologie, c'est bien, mais comment, en fait, comment on se reconnecte à la planète, comment on se reconnecte à nous-mêmes, comment on se reconnecte au monde naturel. Donc, c'est ce que l'écothérapie est. Donc, c'est une approche thérapeutique, holistique, complexe, qui utilise la nature. Enfin, on dit utiliser, mais j'aime pas trop ce mot parce que on utilise la planète depuis bien trop d'années et pas en notre faveur, et pas en la faveur de la Terre. Donc, il faudrait utiliser un autre mot qu'utiliser. Mais en gros, en écothérapie, on travaille, on se connecte, on échange et on communique avec le monde naturel et ses éléments pour favoriser la découverte des soi et la guérison. Donc, quand je parle de guérison, je parle aussi d'exploration psychologique, émotionnelle, mentale, spirituelle et aussi physique. Donc, comme je l'ai dit, l'écothérapie, c'est la pratique, alors que l'écopsychologie est la théorie. L'objectif principal est une reconnexion. Donc, c'est une invitation à la reconnexion entre les êtres humains et le monde naturel, qu'on appelle aussi le monde non humain. Donc, le monde animal, le monde végétal. Euh, voilà. Donc, il y a plusieurs pratiques, plusieurs exercices pour l'écothérapie. Donc, on a remarqué aussi avec Aurélie que moi, j'ai étudié l'écothérapie en Australie, en anglais. Donc, du coup, on est aussi pas mal basé sur le système américain. Et Aurélie a étudié en France. Donc, du coup, on a remarqué aussi qu'il y avait quelques similitudes, bien évidemment, mais aussi différences entre nos deux modèles d'écothérapie. Donc, j'aimerais aussi ajouter que l'écothérapie peut être culturelle. Donc, ça dépend le pays dans lequel on pratique. Et voilà. Donc, par exemple, en Australie, bien évidemment, on peut utiliser beaucoup de pratiques aborigènes. Voilà. Donc, et ça, on ne le fera sûrement pas en France, j'imagine. Donc, on va plus euh, s'appuyer sur les druides ou hmm, enfin, voilà, ça va être en fonction exactement en fonction de la culture de ça va être très différent, ouais. Ouais. complètement. Donc, les pratiques d'écothérapie, donc il peut y avoir ce qu'on appelle la thérapie d'aventure, adventure therapy. Donc, ça peut être de la spéléo, faire comment on dit, quand on climb là sur les, c'est très mal expliqué, sur les cailloux. Mais voilà, tout ce qui est à l'extérieur, qui a une prise de risque, il y a la notion du risque. Et le mieux, c'est de faire ça en groupe. Le travail en groupe est quand même très, très puissant aussi. Et il y a la notion de risque et de travailler avec... là, l'escalade, merci. Je sais pas pourquoi, quand tu mets ton texte, ça se met sur vous le voyez ou pas aussi, ça se met sur les slides. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc oui, l'escalade. Ensuite, il y a la thérapie assistée par l'animal. Donc, en français, on appelle ça la zoothérapie. Donc, c'est vous voyez, ça peut être très très simple. Aussi, l'écothérapie. Enfin, moi, j'essaye vraiment que ce soit le plus accessible possible et le plus simple possible. Je me base pas forcément sur le modèle psychologique ou de psychothérapie assez. Ça peut être des fois un peu rigide, un peu compliqué. Donc, on essaye aussi d'apporter des pratiques beaucoup plus simplistiques voilà, pour favoriser la thérapie et la guérison. Donc, ça peut être voilà, juste de faire de la thérapie avec un chien, par exemple, ou amener son animal de compagnie, ou avoir son oiseau, voilà, peu importe.
Et il y a aussi des fermes ou des thérapeutes qui travaillent avec leurs animaux, avec leurs clients. Et la plus commune, enfin la plus connue, c'est la thérapie avec les chevaux. Donc les chevaux qui sont des animaux assez extraordinaires et qui reflètent en fait les émotions, qui renvoient l'émotion à l'être humain. Voilà. Et le fait de prendre soin d'un animal, ça, ou enfin, voilà, d'un animal ou voilà, d'un végétal, ça nous ramène aussi à nous, aux êtres humains. Et il ne faut pas oublier qu'on est des êtres sociaux et qu'on a cette habilité et comment on dit, cette attraction à prendre soin les uns des autres. Et on a un peu perdu ça. Donc c'est aussi le retour à prendre soin les uns des autres. Il y a aussi des fermes de soins, donc des care farms. Donc pareil, ce serait un thérapeute qui a une grande ferme avec plein d'animaux et voilà, que les clients ou les personnes accueillies prennent soin des animaux, voilà, les nourrissent, les lavent, les nettoient, etc. Il y a aussi du woofing, je ne sais pas si vous connaissez, WWOOFING, ça c'est un peu le principe aussi de ça. Ensuite, il y a le plus connu qui est forest bathing, donc c'est le bain de forêt, donc c'est une pratique japonaise. Pareil, qui n'est pas nouvelle, ça existe depuis des millions, enfin, des milliers d'années. En écothérapie, on n'a rien inventé. On reproduit en fait ce qui a été fait par nos ancêtres, qui étaient beaucoup plus connectés au monde naturel. Donc là, le bain de forêt, c'est une pratique qui consiste à marcher le plus lentement possible ou à rester debout comme ça dans la forêt et de vraiment se baser sur l'ici et maintenant, sur le moment présent et de se focus sur la respiration et vraiment voilà, de se baigner dans la forêt. Donc d'être avec les arbres, les feuilles, les cailloux, le sol, etc. Et c'est des pratiques qui peuvent durer des heures et des heures. Et des fois, ils font juste 500 mètres ou 1 kilomètre en 3 heures de pratique. Voilà. Il y a aussi des exercices verts, donc green exercising. Donc ça peut être pareil, c'est très simple. Ça peut être marcher dehors, courir dehors, de faire n'importe quel type d'exercice à l'extérieur. Le mieux, c'est de le faire sans musique, sans écouteurs, et de vraiment se focus sur les sensations corporelles et être en nature. On propose aussi des méditations en nature, donc des méditations guidées ou juste des méditations en se basant sur la respiration. Voilà, pareil en extérieur, sans technologie si possible. Les pratiques d'écothérapie, ça passe aussi par ce qu'on ingère, ce qu'on met dans notre corps. Notre corps est un temple et, euh, et c'est bien si on le respecte un peu plus. Donc ça peut être voilà, ingérer des produits organiques, non industriels, non processed. Évidemment, voilà, l'alcool, la cigarette, enfin tout ça, voilà, faire attention à ça. Avoir des pratiques voilà, botaniques, se baser aussi sur les plantes, les produits le plus naturel possible et le moins industriel possible. Et les fleurs aussi, je pense notamment aux fleurs de Bach, qui sont des fleurs européennes, justement. Voilà, on fait aussi pareil avec des fleurs natives d'Australie. Voilà, donc pareil, les huiles essentielles, c'est aussi des pratiques qu'on peut appeler d'écothérapie. Une autre pratique, c'est tout simple, pareil, le jardinage et ce qu'on appelle l'horticulture thérapeutique. Donc pareil, c'est souvent des travails de groupe ou de travail en one-to-one, le client et le thérapeute. Et on travaille la terre ensemble, on plante, voilà, des fois, juste le fait de mettre ses mains dans la boue, dans la terre, ça peut avoir une dimension tout autre et ça nous ramène à l'instant présent. Et encore une fois, quelque chose qu'on peut faire chez soi. On n'a pas besoin d'habiter dans une grande maison, on peut juste faire ça sur ton balcon ou avoir des plantes d'intérieur. Voilà.
Et l'immersion en milieu sauvage, très, très connue bien évidemment en Australie et Nouvelle-Zélande. On dort dans la voiture, on dort dans la tente, on dort sur le sol avec juste un petit matelas de yoga et on dort sous les étoiles et avec les kangourous, les arbres. Voilà, d'autres animaux un peu moins, un peu plus dangereux, mais voilà, donc ça c'est aussi quelque chose qui peut être fait sur du très très long terme, surtout si on est nomade et qu'on vit vraiment en pleine nature ou qu'on n'a pas de maison physique en tant qu'hôtel. Voilà, tout ça, ce sont des pratiques aussi que ouais, j'aimerais souligner que ce sont des pratiques gratuites. Il n'y a pas besoin de payer pour avoir accès au monde naturel. Simple, pratique et accessible. Voilà. Alors, maintenant, l'écothérapie, c'est bien, mais qu'est-ce que ça fait en fait? Qu'est-ce que ça fait dans notre corps, dans notre cerveau? Voilà, qu'est-ce que ça fait pour la planète? Donc, à la fin du PowerPoint, en fait, du Canva, on vous a donné pas mal de ressources, de références. Donc voilà, si ça vous intéresse, on pourra en parler plus en profondeur. Mais voilà, tout ça, c'est basé sur des articles voilà, sur des articles de journaux, des articles académiques, des doctorats, comment on dit, des thèses. Voilà, tout ça, ça a été recherché et c'est aussi dans nos études. Voilà, donc je vais me baser aussi sur une étude américaine qui a été faite par l'Agence de protection de l'environnement, qui disait que les Américains passent en moyenne 93% de leur vie à l'intérieur. 93, 9,3. Donc, donc ça peut être à l'intérieur, bah, du coup, dans leur maison, au bureau, à la salle de sport, voilà, aller dans un bar, aller au restaurant. Donc, ils passent que 7% en moyenne de leur vie à l'extérieur, donc avec le monde naturel. Donc, vous vous imaginez bien que ça peut avoir des effets négatifs sur le bien-être, sur la santé mentale, physique et spirituelle. Donc voilà, donc du coup, se reconnecter à la nature, je pense que la raison numéro une, c'est réduire le stress. Donc le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et s'il y a trop de cortisol dans le corps sur du long terme, on va amener à du stress chronique qui amène à beaucoup de maladies et de symptômes au quotidien et qui réduit la qualité de vie en fait. Donc être en nature, ça va déjà réduire le niveau de stress, améliorer l'humeur et le sentiment de satisfaction, notamment grâce au soleil et à la vitamine D, comme on le sait, qui favorise la bonne humeur et les sourires. Ça va aussi améliorer la vue. Alors, ça améliore beaucoup de sens d'être à l'extérieur. Parce que vous imaginez bien on est toujours, enfin, on est souvent avec les écrans et ça réduit en fait notre capacité de voir bien. Donc, le fait d'être à l'extérieur peut améliorer nos capacités des yeux. Ça renforce la santé globale, bien évidemment, donc la santé physique, émotionnelle et mentale. Il y a des études qui ont été faites sur les personnes atteintes de dépression chronique et de dépression de long terme. Et en fait, la prescription, ce n'est pas d'aller voir le médecin, c'est d'aller à l'extérieur, en fait. Même s'il pleut, même s'il fait pas beau, c'est pas grave. Il disait que les personnes atteintes de dépression ont besoin d'un peu de soleil si possible et surtout de l'air frais, en fait de respirer, de mieux respirer à l'extérieur pour améliorer les symptômes en quelques minutes justement. On peut améliorer effectivement notre condition physique, voilà, si on va si on va courir, si on va faire rien que marcher ou rien qu'être à l'extérieur. Ça apporte bien évidemment de la détente vu qu'on réduit notre niveau de cortisol, qu'on réduit notre niveau de stress. Donc un niveau de détente et de relaxation profonde et aussi d'ancrage, donc de revenir à l'instant présent. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Tout ça, ça n'existe plus en fait, ou ça n'existe pas encore, il n'y a que le moment présent. Et du coup, ça favorise aussi un sentiment d'ancrage et d'appartenance qui est très important.
Pour donner un petit exemple personnel, j'ai voyagé et travaillé, enfin voilà, j'ai visité 30 pays dans ma vie. Et en fait, à chaque fois, bah, c'est que le sentiment d'appartenance, il est un peu bousculé. Des fois, je ne sais pas trop d'où je viens, je ne sais pas où est ma maison, je ne sais pas trop bah, ce qui se passe parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup bougé. Et en fait, bon déjà ma maison c'est moi, c'est mon corps, mais c'est aussi et surtout la nature et en fait je me suis rendu compte que, ça a pris des années, mais qu'en fait où que j'aille, beh, je suis sur la planète Terre en fait. Donc en fait la maison c'est ça. Enfin il y a pas à chercher, trop loin, voilà. Donc ça a pris quelques années, voire quelques décennies pour comprendre ça, mais voilà ce sentiment d'appartenance, à la planète Terre. Ça augmente les capacités d'attention. Donc, pareil, ils ont fait beaucoup d'études avec les personnes atteintes de troubles de l'attention. Et pareil, avec le monde aujourd'hui, vous savez, le capitalisme, les réseaux sociaux, toujours en train de scroller. Et en fait, on est bombardé d'informations en permanence. Et on n'a pas envie d'avoir toutes ces informations, mais elles sont là, avec les publicités, avec la télévision, avec Instagram, avec TikTok. Et en fait, ça a réduit considérablement, surtout pendant le Covid, nos capacités d'attention. Avant le Covid, notre capacité d'attention était de 8 secondes, donc c'est très très peu. Et maintenant, elle est passée à 2 secondes. Donc en fait, quand on scrolle, par exemple, pour attirer les clients, ben, en fait, il y a que les 2 premières secondes comptent et c'est tout. Donc oui, c'est assez extrême, mais pareil, c'est basé sur des études. Et donc voilà, être en nature, ça, pareil, sans technologie, sans téléphone, s'il vous plaît, ça, avec beaucoup de pratique et de volonté, comme on se reconnecte au moment présent, on améliore nos capacités d'attention. Et bien évidemment, encore une fois, grâce au soleil et à l'extérieur, on se sent beaucoup plus en forme, on a beaucoup plus d'énergie que de rester à la maison entre quatre murs blancs. Voilà, je pense que, pareil, la liste n'est pas exhaustive. On est tous différents, même si on est tous similaires, mais on est quand même tous différents. Donc, certaines personnes vont ressentir d'autres bienfaits sur leur corps. Euh, donc voilà, vous retrouverez toutes les ressources à la fin. Et voilà, comment ça va? Comment vous allez? Benjamin, écris-nous, je vois que tu es en train d'écrire là dans le chat. Hyper intéressant. Merci Océane. On essaye, hein. Ok, bon, mais maintenant ça suffit de la théorie, de tous les bienfaits. Merci Baptiste, merci Artie, Louise. Donc pareil, on peut vous parler en fait des bienfaits de l'éco-psychologie et de l'écothérapie pendant des heures et des heures, mais en fait c'est pas le but. On n'est pas des professeurs, on n'est pas là. Le plus intéressant, c'est de pratiquer en fait. C'est comment vous vous sentez dans votre corps. Qu'est-ce que ces pratiques-là, ou l'une des pratiques, qu'est-ce que ça vous apporte en fait dans votre corps, dans votre entièreté, et qu'est-ce que votre âme a à dire quand vous pratiquez l'écothérapie. Donc nous allons faire enfin l'une des pratiques d'écothérapie qui s'appelle le mindful walk. Donc ça peut être une marche consciente ou une marche silencieuse, ou un autre synonyme, c'est une méditation en marchant. Voilà, je vous donne un peu des synonymes pour enrichir le vocabulaire d'écothérapie. Donc on va commencer, ça va durer que quelques minutes. Pareil, si vous voulez approfondir les pratiques, on offrira sûrement d'autres séances dans le futur avec Aurélie. Donc, on va rester assis pendant peut-être 1 ou 2 minutes, et ensuite, si vous vous sentez confortable et si vous le pouvez, vous pouvez vous lever et doucement marcher. Voilà, vous pouvez me mettre en haut-parleur si vous voulez, comme ça vous pouvez entendre le son de ma voix, et ensuite je serai silencieuse pendant quelques minutes pour vous laisser expérimenter cette pratique avec vous-même et avec la planète Terre.
Aussi un truc, effectivement, c'est OK de pratiquer l'écothérapie à l'intérieur. Je vous parle beaucoup de l'extérieur, mais en fait, on peut complètement, hein, bien évidemment, pratiquer l'écothérapie en intérieur. Voilà, moi, j'aime beaucoup travailler avec des personnes qui sont dans les hôpitaux ou dans les maisons de retraite, avec des personnes âgées avec une mobilité moindre. Et c'est très intéressant de travailler aussi à l'intérieur, avec les personnes qui n'ont pas accès à l'intérieur, à l'extérieur, pardon. Voilà, donc l'objectif de cette marche méditative est de pratiquer la pleine conscience. Sachant que c'est une pratique comme le yoga, donc le but c'est pas d'être parfait, le but c'est pas de voilà notre tête elle est toujours en train de réfléchir, c'est normal, on a des milliers de pensées chaque jour. On a un ego, c'est ok, c'est nécessaire d'ailleurs d'avoir un ego comme tu l'as dit Aurélie. On a conscience de qui l'on est et voilà et de comment on est dans le monde, donc c'est ok d'avoir des pensées qui arrivent et qui repartent. Le but, c'est juste un peu de vous donner une petite introduction, un petit amuse-bouche de ce que l'écothérapie peut être. Donc le but, c'est d'accroître votre capacité à être. Nous sommes des êtres humains, pas des fers humains. Et ça augmente notre capacité à être dans l'instant présent et sans jugement. Donc s'il y a une petite pensée qui arrive, ce petit syndrome de l'imposteur ou cette petite voix qui vous dit je ne suis pas assez, ça me saoule, Sarah elle m'énerve, elle fait que parler, ou voilà, on l'écoute, c'est ok, on accepte cette petite pensée et puis on la laisse partir dans l'univers des pensées. Voilà. Donc vous pouvez voilà, vous installer confortablement sur votre chaise. Euh, Donc, comme la méditation précédente, vous pouvez laisser les yeux ouverts si ça vous dit et regarder les petits arbres qu'il y a sur l'écran, les petites feuilles, les gros troncs d'arbres, la couleur verte qui peut être très apaisante. Ou vous pouvez fermer les yeux pendant quelques minutes si vous vous sentez confortable. Je vous invite à reconnaître et nommer les petites sensations qui se passent sous vos pieds de du talon et de toute l'entièreté de vos pieds jusqu'aux vos orteils, en commençant par votre gros orteil et en finissant par le tout petit orteil, et comment vous vous sentez si si vous doucement vous caressez le sol avec vos pieds. Comment votre corps se sent, comment votre cœur se sent. Respirez normalement. Petite inspiration, petite expiration. On ne force pas la respiration. On laisse notre corps se détendre. On relâche les épaules. On est ici, on est ensemble. On s'offre quelques minutes pour ralentir, pour commencer ce week-end en douceur, en gentillesse. Et c'est OK de ralentir. On a le droit de ralentir. Pensez à l'hiver en France. La nature prend 3 mois par an pour dormir, pour faire une sieste, pour se reposer. On a le droit de ralentir. Donc, quand vous vous sentez prêt, vous pouvez vous lever tout doucement, tout en gardant les yeux fermés. Vous pouvez ouvrir les yeux, mais juste, vous savez, entrouvrir les yeux tout doucement et vous concentrer sur vos orteils
Et le but de cette pratique, c'est de marcher le plus doucement possible. Donc à chaque pas, vous plantez fermement le talon au sol et vous descendez votre pied tout doucement sur le sol jusqu'à vos orteils. Et le but, c'est vraiment de faire le moins de pas possible et de vraiment vous centrer, vous concentrer sur les sensations corporelles dans votre corps, de vos cheveux jusqu'aux orteils. Donc, remarquez vos pieds qui entrent en contact avec le sol. Le sol, la moquette, le carrelage, la terre tout entière. La terre tout entière soutient vos pieds et votre corps. Donc, vous soulevez une jambe tout doucement, l'une après l'autre. À chaque pas, vous ancrez vos pieds encore plus fermement dans le sol. À chaque pas, votre relation avec la terre s'agrandit. Je vais vous laisser expérimenter cette marche silencieuse pendant quelques minutes en silence. Quand vous vous sentez prêt ou prête, vous pouvez doucement, le plus doucement possible, marcher jusqu'à votre chaise. Tout doucement revenir à votre chaise.
Donc, prenez un tout petit instant pour vous remercier. Remercier votre corps qui, sans relâche, euh, vous nourrit, tous vos organes qui sont en train de fonctionner en permanence 24 heures sur 24, vos poumons qui respirent alors qu'on s'en rend même pas compte. Donc prenez ce temps aussi de remercier votre être tout entier et prenez ce temps pour vous remercier vous d'avoir pris quelques minutes pour ralentir dans ce monde qui va beaucoup trop vite. Merci d'avoir marché en pleine conscience avec nous et, dans quelques minutes, si vous voulez partager votre expérience pendant les questions et partages, ce serait sympa de savoir comment ça s'est passé pour vous, qu'est-ce que vous avez ressenti et comment ça s'est passé dans votre corps pendant ces quelques minutes de pause. Voilà, ben, merci beaucoup d'avoir pratiqué avec nous. On va faire une petite conclusion. Aurélie, tu veux Ouais. partager? Du coup, ce qu'on vous a proposé avec Sarah, l'idée, c'est en fait, c'est de vous faire des propositions vraiment pour vous connecter à vous, aux autres, à la nature, donc à ce qu'on est, nature. Et, euh, et du coup, en fait, l'idée, c'est surtout que vous puissiez vous les approprier et que chacun, en fait, est différent par rapport à ça. Donc, enfin, voilà. On vous invite vraiment à aller expérimenter, explorer, vous renseigner, voilà, sur quelle pratique vous convient, voilà, voir en fait, enfin, soyez voilà des explorateurs et voilà, surtout il y a pas, on n'est pas là pour vous dire faut faire ça c'est bien, il faut vraiment faire ça. Enfin, c'est le but c'est vraiment d'être dans ce ressenti. C'est bien de connaître des choses, c'est super, mais vraiment être dans cette expérience-là. Par le corps, par le ressenti, c'est hyper méga important. Et voilà. Et du coup, il y a une citation que j'aime beaucoup, beaucoup. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, c'est de Satish Kumar, qui a fondé du coup le Collège Schumacher, qui dit que la véritable écologie, attendez, je vais essayer de la retrouver la citation parce que je l'avais notée, euh, mais qui est en fait, attendez, voilà. Voilà, la véritable, enfin, il dit quelque chose comme ça, que la véritable écologie, en fait, elle commence dans nos cœurs. Hmm. Et c'est en prenant soin, en fait, de ce qui se passe vraiment en nous, qu'on est en paix, en fait, avec l'intérieur et les autres et le reste du vivant. Voilà, donc j'ai pas retrouvé la citation là, mais, euh, mais j'aime beaucoup. Et en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce qu'en fait, on croit souvent que l'écologie, c'est quelque chose, ben voilà, enfin, être constamment tourné vers ce qu'il y a d'extérieur. Mais en fait, on oublie qu'en fait, bah, ça commence aussi par nous. Et je crois que la véritable transition, en fait, elle est intérieure. Et l'intérieur, ensuite, vient, il y a quelque chose vraiment qui vient s'étendre, en fait, de façon générale. Et c'est en étant conscient de tout ça que, bah, il y a comme quelque chose de, voilà, de magique qui peut s'opérer. Voilà. Trop Et puis, je bien. suis très, très, trop heureuse d'avoir pu vous proposer ça. Avec Sarah, vraiment, ça nous tient hyper à cœur. On est convaincus des bienfaits de toutes ces pratiques-là. Vraiment, on a pris énormément de plaisir à faire cette masterclass. Donc voilà, on espère que dans le futur, vous pouvoir vous en proposer d'autres. Et voilà, plus de pratiques, moins de théorie. Et puis voilà, enfin voilà, c'est si maintenant place. Ouais, Sarah, si tu voulais conclure avant de qu'on Ben, fasse j'ai une autre les. petite citation aussi qui est ma citation préférée de Lao Tzu qui dit la nature ne se dépêche pas, pourtant tout est accompli. Je pense que la plus grande, comment on dit, mon rêve en fait, c'est vraiment de ralentir. Enfin, et que nous ralentissons un petit peu pour pouvoir
ouais, de ralentir en communauté. Donc, je suis Mhm. très, comment on dit, j'aimerais créer un éco-village, une éco-communauté et qu'on soit tous ensemble et qu'on apprenne tous les uns des autres tout en respectant notre grand-mère, la Terre. Et aussi pour revenir à des pratiques un peu plus douces, ouais, un peu, ouais, je pense que ouais, ce besoin de douceur est très prédominant. Même moi, hein, je ne le respecte pas tous les jours. Donc c'est aussi ben, c'est un rappel que c'est une pratique et que ça prend du temps. Un peu moins de jugement peut-être aussi, de self-jugement, tu vois, d'arrêter aussi de dire il faut ou voilà. Et pareil, si ça résonne pas, c'est pas grave, il y a pas à se forcer ou quoi que ce soit. Euh, mais oui, donc du coup, cette importance de ne pas se dépêcher parce que on court après quoi en fait? Enfin, on sait pas. Donc voilà, je voulais juste bah oui, vous remercier Aurélie, c'était un plaisir de travailler avec toi et d'avoir créé cette masterclass toutes les deux, enfin toutes les Ouais. trois avec Planète. Avec Euh, Mère Nature, oui. C'était incroyable et ouais, voilà, au plaisir de travailler ensemble aussi dans le futur. On aimerait vraiment vous proposer pas mal de pratiques aussi enfin, à l'extérieur ou pas. Moi, quand je reviendrai en France et essayer de faire ça face to face, mais aussi en ligne pour ben ouais, c'est ça, pour que vous expérimentez. Parce que c'est beau de nous parler tout le temps, mais c'est mieux si vous le ressentez pour vous et qu'est-ce que ça vous amène. Donc Ouais. Je viens de merci. retrouver la citation. Vas-y. Il dit que, donc Satish Kumar qui dit que la véritable écologie commence dans nos cœurs. Lorsque nous cultivons la paix intérieure et la simplicité, nous devenons capables de vivre en harmonie avec la terre et avec les autres. Voilà, j'adore cette citation. Donc, Donc c'est un travail interne avant tout. voilà. Euh, merci, merci. Ah voilà, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de ressources là en anglais et en français. Voilà, donc on vous les donnera peut-être plus tard. Non, mais ça, c'est moi, on va arrêter. C'était mon outil. Voilà. Donc, ben, place aux questions. Si vous avez enfin, des questions ou pas, hein, ou des partages d'expériences, partage de tout, de ressentis, de vécu. Voilà. On vous écoute si vous voulez